On va se plonger aujourd'hui dans un sujet qui nous concerne tous, l'argent. Ah oui, mais attention. Oui, on ne va pas parler de tableur Excel ou de stratégie d'investissement complexe. Non, on va s'intéresser à la psychologie derrière tout ça, au logiciel qui tourne dans nos têtes, quoi. Exactement. La thèse centrale, tirée de nos sources, est assez radicale. Le succès financier, ce n'est pas une science dure comme la physique. C'est avant tout une compétence comportementale. Et c'est une idée qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend. Complètement. On pense qu'il faut des diplômes, des algorithmes. Alors que notre discussion, qui s'appuie sur le livre de Morgan Housel, The Psychology of Money, montre que ce sont souvent nos émotions et notre patience qui font la différence. La vraie question qu'on explore, c'est comment des gens brillants peuvent prendre des décisions financières désastreuses. Alors que d'autres, sans aucune formation, peuvent bâtir des fortunes. Et pour illustrer ça, le livre commence avec deux histoires, mais vraiment deux destins qui sont le jour et la nuit. C'est ça qui est fort. La première, c'est celle d'un cadre de la tech, un vrai génie. Le type a breveté un composant clé du Wi-Fi. Alors qu'il sortait à peine de l'adolescence, on se dit qu'il est à l'abri pour le reste de sa vie. On pourrait, oui. Sauf que son comportement avec l'argent était... Complètement débridé. C'est le mot. L'auteur raconte qu'il se baladait avec une liasse de billets de 100 $ grosse comme une brique. Mais l'anecdote la plus folle, c'est celle où, sur un coup de tête, il demande à un employé d'aller lui acheter des milliers de dollars de pièces d'or. Des pièces d'or pour un investissement, j'imagine. Pas exactement, non. Il a emmené ses amis au bord de l'océan Pacifique Ah bon? et ils ont passé l'après-midi à jeter ces pièces dans l'eau. Non. Si, comme on fait des ricochets, juste pour s'amuser. Juste pour le plaisir de voir l'or disparaître dans les vagues. C'est incroyable. Inutile de dire que quelques années plus tard, il avait fait faillite. Tout perdu. C'est dingue. Et mettre cette histoire en contraste avec celle de Ronald Reed, c'est ce qui rend le propos si puissant. Ah oui, Ronald Reed. Lui, c'était un pompiste et un concierge dans une petite ville du Vermont. L'opposé total du génie de la tech. Exactement. Une vie humble, très discrète. Il a acheté sa maison pour 12 000 $ et y a vécu jusqu'à la fin. Et ses proches disaient que son principal passe-temps, c'était de couper du bois. Personne ne se doutait de rien. Et puis, il est décédé en 2014, à 92 ans. Et là, Surprise générale. le monde découvre qu'il a laissé une fortune de plus de 8 millions de dollars. 8 millions. Mais comment c'est possible? Il a gagné au loto, un héritage. Même pas. Rien de tout ça. Il a simplement épargné ce qu'il pouvait de ses maigres revenus. Il l'a investi patiemment dans des actions de grandes entreprises. Et il a attendu. Il a attendu, pendant des décennies. Son secret, c'était le temps et la patience. Voilà. Il est devenu un philanthrope en plus. Donc on a d'un côté un génie qui jette son argent par les fenêtres, littéralement. Et de l'autre, un homme simple qui, avec de la discipline, devient multimillionnaire. Ça illustre parfaitement le point de départ. Le comportement l'emporte sur l'intelligence brute. C'est un paradoxe qui est en fait presque unique au monde de la finance. Comment ça? Mais on n'entendrait jamais une histoire où un concierge amateur réaliserait une greffe du cœur plus réussie qu'un chirurgien diplômé de Harvard. Non, c'est impensable. Pourtant, en matière d'argent, ça arrive. Et pour enfoncer le clou, l'auteur donne un autre exemple, Richard Fuscone. Ah oui, le contre-exemple parfait. Le CV parfait, diplômé de Harvard, haut dirigeant chez Merrill Lynch. Un homme au sommet de la pyramide financière. Et pourtant. Il a fait faillite. La même année où le monde découvrait la fortune de Ronald Reed. Exactement. Mais comment un type aussi qualifié a-t-il pu tout perdre? Par la démesure. Dans les années 2000, il s'est endetté, mais jusqu'au cou pour agrandir sa maison. C'était plus une maison, c'était un palais. Un palais de 1700 mètres carrés. 11 salles de bain, 2 piscines, un garage pour 7 voitures. Le rêve américain, version XXL. Sauf que l'entretien seul coûtait 90 000 $ par mois. Par mois. Alors, quand la crise de 2008 a frappé, son endettement et ses actifs invendables l'ont tout simplement ruiné. Donc au final, ce que l'auteur veut nous dire, c'est que la finance, ce n'est pas de la physique. Non, ce n'est pas une science dure, c'est une compétence molle, une soft skill. La patience de Ronald Reed a battu la cupidité de Richard Fuscone. Voilà. Et ça, c'est une leçon fondamentale. La façon dont on se comporte est bien plus importante que les formules complexes qu'on peut connaître. Alors, la première grande idée du livre m'a vraiment interpellée. L'auteur dit « Personne n'est fou ». Au début, je n'étais pas d'accord. Je veux dire, on voit des décisions financières qui paraissent complètement folles tout le temps. Oui, on a tous des exemples en tête. Mais son explication, ça change la perspective. L'idée, c'est que nos décisions ont un sens parfait pour nous, à la lumière de nos expériences personnelles. C'est un concept très humble en fait. Ça nous force à suspendre notre jugement. Oui, largement. Et l'auteur utilise une statistique qui donne le vertige pour illustrer ça.
Laquelle? Il dit « Vos expériences personnelles avec l'argent représentent peut-être 0,0000001% de ce qui s'est passé dans le monde, mais peut-être 80% de la façon dont vous pensez que le monde fonctionne. Ah oui, ce 80%, c'est énorme. » On construit notre vision de la réalité sur un échantillon minuscule, notre propre vie, et on pense que c'est une vérité universelle. Précisément. Et ça a des conséquences directes sur nos choix. Le livre cite une étude fascinante des économistes Malmendier et Nagel. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont montré que nos décisions d'investissement sont massivement influencées non pas par notre intelligence, mais par les conditions économiques qu'on a connues dans notre jeunesse. Par la chance d'être né à un certain moment, en fait. C'est ça. Le livre donne des exemples frappants avec des graphiques. Si on est né en 1970, par exemple, Oui. on a vu le marché boursier, le S&P 500, être multiplié par 10 après inflation pendant son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Donc pour cette génération, investir en bourse semble une évidence. C'est une machine à créer de la richesse. Absolument. Mais imaginez maintenant quelqu'un né en 1950. Durant les mêmes années de sa vie, le marché a stagné. Il n'a rien rapporté. Cette personne aura une vision des actions beaucoup plus méfiante. Voire hostile, oui. Et ce n'est pas parce que l'une est plus intelligente que l'autre. C'est juste qu'elles ont grandi dans des réalités économiques parallèles. On peut faire le même raisonnement avec l'inflation. Bien sûr. Quelqu'un qui a grandi dans les années 70 a vu les prix flamber. Pour cette personne, l'inflation est une menace très concrète, presque un traumatisme. Alors qu'une personne née en 1990, elle n'a connu qu'une inflation très faible pendant la majeure partie de sa vie. Pour elle, c'est un concept abstrait. Donc, quand on voit quelqu'un faire un choix qui nous semble fou, on ne voit que la pointe de l'iceberg. On ne voit pas les décennies d'expérience qui l'ont sculpté. C'est fou de réaliser ça. On juge les décisions des autres sans connaître le monde dans lequel ils ont grandi. Exactement. Mais le livre suggère qu'il y a une autre force, encore plus invisible, qui joue un rôle énorme, la chance. Oui, et c'est peut-être le concept le plus déstabilisant de tous. L'idée que la chance et le risque sont les deux faces d'une même pièce. Des frères jumeaux. C'est ça. Des frères jumeaux qui montrent que le résultat de nos actions n'est jamais à 100% le fruit de nos efforts. Et l'exemple pour illustrer ça est universellement connu, Bill Gates. On sait qu'il est brillant, qu'il a travaillé comme un forcené. Mais la source met en lumière un coup de chance, mais d'une magnitude incroyable. En 1968, Bill Gates est au collège à Lakeside, près de Seattle. Et Lakeside, à cette époque, est probablement la seule école secondaire au monde à posséder un ordinateur. La seule au monde. Probablement, oui. Un terminal de pointe pour l'époque. La plupart des universités n'avaient même pas un tel équipement. Dans le monde est cette opportunité. Il le reconnaît lui-même. Il a dit « Sans Lakeside, il n'y aurait pas eu de Microsoft ». Et l'auteur fait un calcul tout simple. Une chance sur 1 million. C'est ça. En 1968, il y avait environ 303 millions de jeunes en âge d'être au lycée. Environ 300 à Lakeside. Une chance sur 1 million. C'est un ticket de loto gagnant. C'est vertigineux. Mais là où l'histoire prend une tournure tragique et révèle l'autre face de la médaille... C'est quand on découvre que Gates n'était pas seul. Non, il y avait un autre prodige de l'informatique à Lakeside, son meilleur ami, Kent Evans. Selon Gates lui-même, Evans était le meilleur élève de la classe. Ils étaient inséparables, ils rêvaient de monter une entreprise ensemble. Il avait la même passion, la même ambition dévorante. Mais ce futur n'a jamais eu lieu. Non. Kent Evans est mort dans un accident d'alpinisme avant même d'avoir son diplôme. Et la probabilité de mourir d'un tel accident au lycée est d'environ... 1 sur 1 million. La même force. La même probabilité. Pour l'un, elle a ouvert la voie à une fortune historique. Pour l'autre, elle a mis fin à une vie pleine de promesses. Pour chaque Bill Gates, il y a un Kent Evans. Un talent équivalent, une motivation égale, mais qui a simplement tiré le mauvais numéro à la loterie de la vie. Attends, ça remet complètement en question l'idée qu'on contrôle notre destin. C'est exactement ça. Et c'est une idée très inconfortable. Oui, on préfère croire au récit héroïque où le succès est uniquement dû au travail. C'est difficile d'attribuer le succès quelqu'un à la chance sans passer pour un jaloux. Et c'est démoralisant de penser que nos propres échecs pourraient être dus à la malchance. C'est plus facile de se dire, il a réussi parce qu'il a bien travaillé. Et il a échoué parce qu'il a fait de mauvais choix. Ça nous donne une illusion de contrôle sur le monde. Exactement. Le livre prend l'exemple de Cornelius Vanderbilt, le magnat des chemins de fer. Ah oui? Il était célèbre pour enfreindre allègrement les lois. Comme il a eu un succès phénoménal, l'histoire a retenu de lui l'image d'un visionnaire audacieux. Mais si ses paris, influencés par la chance, avaient mal tourné, s'il avait fini en prison... On le décrirait aujourd'hui comme un criminel imprudent. La ligne entre audacieux et irresponsable est souvent invisible au moment de la décision. C'est le résultat qui colore notre jugement.
C'est pour ça que la leçon pratique, c'est de se méfier des études de cas extrêmes. Arrêtez de lire des biographies de milliardaires en pensant qu'on peut répliquer leur parcours. Voilà. Leurs résultats sont souvent le produit de doses extrêmes de chance ou de risque. Ça rend leurs leçons inapplicables. On ne peut pas décider d'avoir la chance d'être à Lakeside en 1968. Non, c'est impossible. Il est beaucoup plus utile d'observer des schémas larges, des tendances générales. Par exemple, le fait que les gens qui ont le contrôle de leur temps sont en moyenne plus heureux. Ça, c'est une leçon applicable. Essayer de cloner la carrière de Bill Gates, c'est courir après un fantôme. C'est ça. Si on résume un peu où on en est, la première grande idée, c'est que notre comportement est plus décisif que notre intelligence technique avec l'argent. Oui, la patience du concierge l'emporte sur l'intelligence du diplômé d'Harvard. Ensuite, on a vu que nos décisions ne sont jamais folles de notre point de vue, elles sont le produit logique de notre histoire personnelle. Ce qui nous invite à plus d'empathie. Et enfin, cette idée puissante que la chance et le risque sont partout et qu'on ne contrôle pas entièrement les résultats de nos actions. Et quand on met ces trois idées ensemble, elles convergent vers un sentiment. L'humilité. L'humilité. L'humilité quand on juge les décisions des autres. L'humilité face à nos propres succès. Et ça nous rend aussi plus indulgents envers nous-mêmes quand on échoue. Donc le but n'est pas d'être parfait ou de ne jamais faire d'erreur, c'est... C'est impossible. Le but est de survivre, de construire une vie financière assez robuste pour encaisser les coups durs, pour ne pas être mis hors jeu par un coup de malchance. Rester dans la partie, en somme. Si on arrive à rester dans la partie assez longtemps, on augmente les chances que la patience et les probabilités finissent par jouer en notre faveur. Pour finir, il y a une dernière anecdote dans le livre, une histoire courte mais qui m'a vraiment marquée. Je t'écoute. On est dans les années 90, à une fête organisée par un milliardaire. L'écrivain Kurt Vonnegut est là, avec son ami Joseph Heller, l'auteur de Catch-22. Deux géants de la littérature au milieu du monde de la finance. J'imagine le contraste. Exactement. Et à un moment, Vonnegut fait remarquer à Heller que leur hôte a probablement gagné plus d'argent en une seule journée que Heller n'en a jamais gagné avec les droits de son roman sur toute sa vie. Ouch. C'est le genre de comparaison qui peut tuer le moral de n'importe qui. On imagine la pointe de jalousie ou d'amertume, oui. Mais la réponse de Heller est... D'une sagesse incroyable. Il répond simplement « assez Oui, mais j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais. » ». Quoi donc? Assez. Assez? En un mot. Waouh! En un seul mot, il gagne la partie. Ça me donne des frissons. Assez. C'est un concept tellement puissant et pourtant complètement absent de la plupart des discussions sur la finance qui ne parlent que de plus. C'est le refus de bouger les poteaux de but. C'est savoir quand arrêter de se comparer. Quand arrêter de prendre des risques inutiles pour avoir toujours plus. Et ça nous amène à la question qu'on voulait laisser à la fin. Dans notre société qui nous pousse constamment à vouloir plus, comment est-ce qu'on définit ce qui est assez pour soi-même? Et si cette définition, qui est purement personnelle, était finalement la décision financière la plus importante de toute notre vie? Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Alors, on pense souvent que la finance, c'est un monde de chiffres, de feuilles de calcul, une science presque exacte, où la logique la plus froide est reine. Oui, c'est l'image qu'on en a. Mais la source qu'on explore aujourd'hui, tirée du livre La psychologie de l'argent, avance une idée totalement contre-intuitive. Pour réussir avec son argent, il vaudrait mieux être raisonnable que purement rationnel. C'est un vrai changement de perspective. Et pour explorer ça, on va se plonger dans des histoires assez surprenantes qui vont de la médecine du 19e siècle à des stratégies d'investissement qui ont gagné un prix Nobel. D'accord. On va voir pourquoi le passé n'est pas vraiment une carte fiable pour l'avenir, et plus troublant encore, pourquoi le plus grand risque pour nos plans à long terme, ce n'est pas le monde qui change, c'est nous. L'objectif de notre analyse est donc assez simple. On va tenter de découvrir une approche de la gestion de l'argent qui soit plus humaine, plus réaliste et au final, sûrement bien plus efficace. Exactement. Le point de départ du livre, c'est une phrase qui met tout de suite les pieds dans le plat. Vous n'êtes pas une feuille de calcul, vous êtes une personne compliquée et émotive. Tout est là en fait. Oui, tout part de là. Chercher à être froidement rationnel, c'est peut-être un idéal, mais viser à être simplement raisonnable, c'est beaucoup plus réaliste et surtout c'est plus tenable sur le long terme. Et pour illustrer ce décalage, cet écart entre le rationnel et le raisonnable, l'auteur nous emmène très loin de la finance avec l'histoire absolument fascinante du docteur Julius Wagner-Jaurieg. Il a soigné la syphilis en utilisant le paludisme. Il attrape une autre maladie et qui développe une très très forte fièvre, parfois leur état mental s'améliore de façon spectaculaire. Ah oui, et donc sa conclusion, d'un point de vue purement logique, c'est il faut provoquer la fièvre. Exactement.
C'est ça. Il se lance dans des expériences assez extrêmes, hein. Il injecte à ses patients des souches de typhoïde, de variole, avec des résultats souvent tragiques, malheureusement. J'imagine. Et finalement, il trouve la bonne maladie, une version affaiblie du paludisme. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il peut l'arrêter après quelques jours de fièvre intense grâce à la quine. 1927 pour cette découverte, c'est incroyable. C'est une histoire de fou. Mais alors, quel est le rapport avec nos finances? C'est l'analogie qui est brillante. D'un point de vue scientifique, on sait que la fièvre est un mécanisme de défense efficace. Une petite hausse de température peut ralentir la réplication d'un virus de manière exponentielle. Il serait donc rationnel... De laisser la fièvre faire son travail. Tout à fait. Sauf que, Personne ne fait ça. quand on a 39 de fièvre, on se sent horriblement mal, on frissonne, on a mal partout, on prend un médicament. Bien sûr. C'est peut-être moins efficace biologiquement, mais c'est raisonnable. On veut guérir, mais on veut aussi que le processus soit tolérable, quoi. Et voilà le parallèle avec l'argent. Le monde de la finance académique est obsédé par la recherche de stratégies mathématiquement parfaites, celles qui maximisent le rendement. L'optimal. Voilà. Mais dans la vraie vie, les gens ne veulent pas de la stratégie optimale. Ils veulent la stratégie qui leur permet de bien dormir la nuit. Et sur ce point, l'exemple de Harry Markowitz, il est juste parfait. On parle quand même d'un prix Nobel d'économie pour ces modèles hyper complexes sur le risque et le rendement. Précisément. Et quand on lui a demandé, bien des années plus tard, comment lui, personnellement, il investissait son propre argent pour sa retraite, sa réponse a stupéfié tout le monde. Il a avoué avoir choisi une répartition toute simple. 50% en actions, 50% en obligations. Attendez, c'est fascinant. L'homme qui a littéralement écrit le manuel sur l'optimisation de portefeuille admet qu'il ne suit pas ses propres modèles. C'est un aveu incroyable sur la place des émotions, même au plus haut niveau. Sa justification était purement émotionnelle. Il a dit qu'il avait choisi cette répartition pour, je cite, « minimiser ses regrets futurs ». Minimiser ses regrets, pas maximiser ses gains. Exactement. Il a imaginé sa douleur si le marché s'envolait et qu'il n'était pas assez investi, et sa douleur s'il s'effondrait et qu'il était trop investi. Le 50-50, c'était un compromis pour son bien-être psychologique. Ce n'était pas rationnel au sens mathématique, c'était raisonnable. C'est vraiment l'exact opposé d'une autre stratégie, citée dans le livre, qui vient d'une étude de Yale. Eux, ils ont proposé ce qui était, sur le papier, une stratégie rationnelle pour les jeunes. Utiliser un effet de levier de 2 pour 1. C'est-à-dire emprunter de l'argent pour investir encore plus. Mathématiquement, sur plusieurs décennies, cette stratégie a des chances de surperformer. Mais elle est profondément déraisonnable. Ah oui, complètement. Imaginez, vous avez 30 ans, une crise comme en 2008 arrive, et votre compte retraite n'est pas juste à zéro. Il est en négatif. Vous devez de l'argent. C'est une angoisse absolue. Personne ne pourrait supporter ça émotionnellement et se dire « pas de panique, c'est une stratégie sur 40 ans, je continue ». C'est impossible. On vendrait tout au pire moment, on serait traumatisé à vie par la bourse. Donc la stratégie parfaite sur le papier est inutile si l'humain qui doit l'appliquer ne peut pas la supporter. C'est un constat assez puissant. Accepter que nos émotions prennent le pas sur la logique pure, ça change vraiment la donne. Mais ça soulève une autre question. Si on ne peut pas se fier à une rationalité froide, comment est-ce qu'on peut planifier quoi que ce soit? Surtout dans un monde qui, lui aussi, est tout sauf prévisible. Et c'est la deuxième grande idée du livre. Il nous met en garde contre ce qu'il appelle l'erreur des historiens prophètes. C'est cette tendance qu'on a tous, Oui, de regarder en arrière. à regarder le passé en pensant qu'il nous donne une carte claire de l'avenir. Le problème, c'est que l'histoire, et surtout l'histoire financière, c'est avant tout l'étude de la surprise. On traite l'investissement comme si c'était de la physique, on analyse des données passées, on en tire des lois. Mais on oublie que les marchés sont guidés par des émotions humaines. La peur, l'avidité, l'euphorie. Ces choses-là, ça se modélise pas. Et les événements qui changent vraiment le cours de l'histoire sont par définition des surprises totales. Des signes noirs, comme dit Nassim Taleb. Des événements imprévisibles avec des conséquences massives. Le livre donne un exemple concret et vertigineux de ça. La chaîne de conséquences qui relie les attentats du 11 septembre 2001 à la crise de la dette étudiante aux États-Unis des années plus tard. C'est une cascade de dominos incroyable. Après les attentats, pour éviter une récession, la Fed américaine baisse ses taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas. Ok, Ces taux bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils alimentent une bulle immobilière gigantesque. La bulle éclate en 2008, provoquant la plus grande crise financière depuis 1929. cette crise détruit des millions d'emplois, le marché du travail devient très dur, surtout pour les jeunes. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes? Ils retournent à l'université. Exactement.
pour améliorer leur perspective. Et cette ruée vers l'université, combinée à des frais de scolarité qui explosent, fait exploser la dette étudiante. Et ça devient une crise économique et sociale majeure. Personne, en 2001, n'aurait pu prédire ça. C'est impossible. Et la leçon à en tirer, d'après le psychologue Daniel Kahneman, est à la fois simple et profonde. On ne peut pas se préparer à la prochaine surprise en étudiant les précédentes. La seule leçon, c'est que le monde est surprenant. Alors, que fait-on face à cette incertitude fondamentale? On abandonne tout? Non. Le livre propose une solution pratique et élégante, empruntée à Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett. La marge d'erreur, ou la marge de sécurité. J'adore cette phrase de lui. Le but de la marge de sécurité est de rendre la prévision inutile. C'est génial, non? Il ne s'agit plus d'essayer d'avoir raison à tout prix, mais de s'assurer que si on a tort, les conséquences ne sont pas catastrophiques. C'est ça. Pensez à un compteur de cartes au blackjack. Il ne sait jamais avec certitude quelle sera la prochaine carte. Il joue avec les probas. D'accord. Même quand il pense que les chances sont de son côté, il ne parie jamais tout son tapis sur un seul coup. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il peut se tromper. Il se garde toujours une marge d'erreur pour survivre à la malchance et rester dans la partie. Et en finance personnelle, ça se traduit comment? Pour des milliardaires comme Buffett ou Gates, ça veut dire garder des réserves de cash colossales, bien plus que ce qu'un modèle rationnel recommanderait. Et pour nous? Pour un particulier, ça peut vouloir dire épargner un peu plus que ce que les calculateurs en ligne suggèrent, en partant de l'hypothèse que les rendements futurs seront peut-être moins bons que par le passé, ou garder un fonds d'urgence un peu plus garni. C'est un tampon. C'est un tampon émotionnel. C'est une protection contre la volatilité, oui, mais c'est surtout une protection contre notre propre panique. Pour illustrer à quel point les risques sont imprévisibles, il y a cette autre histoire dans le livre qui est presque comique, celle des chars allemands à Stalingrad. Ah oui, elle est excellente. En 1942, une unité de Panzer est appelée en renfort. Au moment de démarrer, sur 104 chars, à peine 20 fonctionnent. Panne générale. Et la raison? Des souris. Pendant des semaines d'inactivité, des souris des champs avaient fait leur nid dans les moteurs et avaient tranquillement rongé l'isolation des câbles électriques. C'est incroyable. Vous pouvez faire toutes les analyses de risque du monde. Je pense pas qu'une invasion de souris rongeuses de câbles soit sur la liste de qui que ce soit. Jamais. Ça montre que les vrais risques sont ceux qu'on ne peut même pas imaginer. Et la seule protection contre ça, c'est d'éviter ce que le texte appelle les points de défaillance uniques. En ingénierie, c'est la pièce dont la panne entraîne la panne de tout le système. Voilà. Et en finance personnelle, le plus grand point de défaillance unique, c'est de dépendre à 100% de son prochain salaire, sans aucune épargne pour amortir le moindre choc. D'accord. Donc, récapitulons. Nous sommes des êtres émotionnels, pas des machines. Le monde est surprenant et imprévisible. Mais il y a une dernière variable dans l'équation. Une qu'on oublie tout le temps. C'est nous. Nous aussi, on change. C'est le troisième pilier, et peut-être le plus déstabilisant. C'est un concept psy qu'on appelle l'illusion de la fin de l'histoire. Qu'est-ce que c'est? En résumé, on est tous très conscients d'avoir énormément changé entre la personne qu'on était il y a 10 ans et celle qu'on est aujourd'hui. Nos goûts, nos valeurs, nos amis, tout a évolué. Bien sûr, c'est une évidence pour tout le monde. Sauf qu'on a beaucoup de mal à imaginer que la personne qu'on sera dans 10 ans sera tout aussi différente. On a cette impression tenace que, cette fois, ça y est, on a atteint notre version finale, que nos objectifs actuels sont gravés dans le marbre pour toujours. Et c'est une illusion. L'auteur raconte une anecdote personnelle poignante là-dessus. Un de ses amis a lutté toute sa jeunesse pour devenir médecin. C'était son rêve d'ado, il venait d'un milieu modeste, il a tout sacrifié pour ça. D'accord. Et des années plus tard, une fois installé, il lui avoue qu'il trouve sa profession être une carrière affreuse. Le stress, les gardes de nuit, la pression, la réalité de son rêve d'adolescent ne correspondait plus du tout à la personne qu'il était devenu à 40 ans. Mais il se sentait piégé. Et c'est là que ça devient un problème pour la planification à long terme. Parce que tout l'édifice de l'enrichissement, il repose sur la magie des intérêts composés. Et ça demande une constance, une patience sur des décennies. Mais comment rester fidèle à un plan sur 30 ans si la personne que nous sommes et ce qu'on veut de la vie change radicalement en cours de route? C'est le défi ultime. Et pour y faire face, le livre propose 2 stratégies. La première, c'est d'éviter les plans de vie extrêmes. Un plan équilibré, une épargne modérée qui laisse de la place pour profiter de la vie, un travail intéressant mais pas dévorant, a beaucoup plus de chances de survivre à nos changements personnels qu'un plan extrême.
Comme travailler 80 heures par semaine pendant 15 ans pour prendre une retraite anticipée. Exactement. Ce genre de plan, il a de fortes chances de finir en burn-out ou en regret. Et la deuxième stratégie? C'est d'accepter l'idée de changer d'avis, de ne pas se laisser paralyser par le poids des coûts irrécupérables. Ce biais qui nous pousse à continuer sur une voie simplement parce qu'on y a déjà beaucoup investi, même si cette voie nous rend plus heureux. On retrouve encore Daniel Kahneman pour illustrer ça. En écrivant son best-seller, il n'hésitait pas apparemment à jeter des chapitres entiers sur lesquels il avait travaillé pendant des mois pour tout recommencer de zéro. C'est ça. Et quand ses collègues s'en étonnaient, sa justification était aussi simple que géniale. Je n'ai pas de coûts irrécupérables. C'est puissant comme phrase. C'est un état d'esprit incroyablement puissant et libérateur. Être prêt à abandonner sans pitié un plan, une carrière ou un investissement qui ne convient plus à la personne qu'on est devenue. C'est accepter que notre moi futur ne soit pas l'otage des décisions de notre moi passé. Donc, pour résumer, si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, la source nous propose en fait 3 grands changements de paradigme. Le premier, arrêter de viser la perfection de la rationalité et viser plutôt la durabilité du raisonnable. Le deuxième, accepter notre ignorance totale du futur et construire notre sécurité non pas sur des prédictions, mais sur des marges d'erreur, des tampons. Et le troisième, qui est peut-être le plus difficile, planifier pour une personne qu'on ne connaît pas encore vraiment, c'est-à-dire notre moi futur, en intégrant de la flexibilité et en évitant les chemins extrêmes. Le livre se termine sur une métaphore très forte. Il dit que le succès en investissement a un prix, comme n'importe quel produit. Mais ce prix ne se paie pas en euros. Il se paie en volatilité, en peur, en doute, en incertitude. Les chutes de marché, il ne faut pas les voir comme une amende. C'est pas une punition. C'est simplement le ticket d'entrée. C'est le prix à payer pour avoir le droit de participer au jeu et de profiter des rendements à long terme. C'est une façon très saine de voir les choses. Et on va conclure avec une dernière pensée. Le livre identifie le fait de dépendre d'un seul salaire sans épargne comme le plus grand point de défaillance unique financier. La question qu'on laisse en suspens est donc la suivante. En dehors de l'argent, quel pourrait être le plus grand point de défaillance unique dans une vie aujourd'hui et quelle marge d'erreur pourrait-on y intégrer?